Bonsoir à tous, bienvenue sur C8, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors cette nuit, ce soir, c'est avec Honoré de Balzac que nous allons partir en voyage. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de la Duchesse de Langeais. Nous en sommes au premier chapitre, un chapitre intitulé Sainte Thérèse. La sœur Thérèse, et la sœur Thérèse se révèle en fait être Antoinette, dont un général qui a réussi à s'introduire dans le couvent de Carmélite était fou amoureux. Et alors qu'il a réussi à négocier une entrevue avec cette dernière, surveillée par la mère supérieure, qui heureusement ne parle pas français, il lui dit « Ah, vous quitterez ce tombeau, vous qui êtes devenu ma vie, vous m'apparteniez et n'étiez pas libre de vous donner même à Dieu. Ne m'avez-vous pas promis de sacrifier tout au moindre de mes commandements ? Maintenant, vous me trouverez peut-être digne de cette promesse, quand vous saurez ce que j'ai fait pour vous. Je vous ai cherché dans le monde entier. Depuis 5 ans, vous êtes ma pensée de tous les instants, l'occupation de ma vie. Mes amis, des amis bien puissants, vous le savez, m'ont aidé de toute leur force à fouiller les couvents de France, d'Italie, d'Espagne, de Sicile, de l'Amérique. Mon amour s'allumait plus vif à chaque recherche vaine. J'ai souvent fait de longs voyages sur un faux espoir. J'ai dépensé ma vie et les plus larges battements de mon cœur autour des murailles noires de plusieurs cloîtres. Je ne vous parle pas d'une fidélité sans bornes. Qu'est-ce ? Un rien en comparaison des vœux infinis de mon amour. Si vous avez été vrai jadis dans vos remords, vous ne devez pas hésiter à me suivre aujourd'hui. Vous oubliez que je ne suis pas libre. Le duc est mort, répondit-il vivement. La sœur Thérèse rougit. Que le ciel lui soit ouvert, dit-elle avec une vive émotion. Il a été généreux pour moi. Mais je ne parlais pas de ces liens. Une de mes fautes a été de vouloir les briser tous, sans scrupule pour vous. Vous parlez de vos vœux, s'écria le général en fronçant les sourcils. Je ne croyais pas que quelque chose vous pesât au cœur plus que votre amour. Mais n'en doutez pas, Antoinette, j'obtiendrai du Saint-Père un bref qui délira vos serments. J'irai certes à Rome, j'implorerai toutes les puissances de la terre, et si Dieu pouvait descendre, je le... Ne blasphémez pas. Ne vous inquiétez donc pas de Dieu. Ah, j'aimerais bien mieux savoir que vous franchiriez pour moi ces murs, que ce soir même vous vous jetteriez dans une barque au bas des rochers. Nous irions être heureux je ne sais où, au bout du monde, et près de moi vous reviendriez à la vie, à la santé, sous les ailes de l'amour. Ne parlez pas ainsi, reprit la sœur Thérèse. Vous ignorez ce que vous êtes devenu pour moi. Je vous aime bien mieux que je ne vous ai jamais aimé. Je prie Dieu tous les jours pour vous, et je ne vous vois plus avec les yeux du corps. Si vous connaissiez, Armand, le bonheur de pouvoir se livrer sans honte à une amitié pure que Dieu protège, vous ignorez combien je suis heureuse d'appeler les bénédictions du ciel sur vous. Je ne prie jamais pour moi. Dieu fera de moi suivant ses volontés. Mais vous, je voudrais, au prix de mon éternité, avoir quelque certitude que vous êtes heureux en ce monde et que vous serez heureux dans l'autre pendant tous les siècles. Ma vie éternelle est tout ce que le malheur m'a laissé à vous offrir. Maintenant, je suis vieillie dans les larmes, je ne suis plus ni jeune ni belle. D'ailleurs, vous me mépriseriez, une religieuse devenue femme, qu'aucun sentiment, même l'amour maternel, n'absoudrait. Que me direz-vous Que me direz-vous qui puisse balancer les innombrables réflexions accumulées dans mon cœur depuis 5 années et qui l'ont changé, creusé, flétri. J'aurais dû le donner moins triste à Dieu. Ce que je dirais, ma chère Antoinette, je dirais que je t'aime, que l'affection, l'amour vrai, le bonheur de vivre dans un cœur tout à nous, entièrement à nous, sans réserve, est si rare et si difficile à rencontrer, que j'ai douté de toi, que je t'ai soumise à de rudes épreuves, mais aujourd'hui je t'aime de toutes les puissances de mon âme. Si tu me suis dans la retraite, je n'entendrai plus d'autre voix que la tienne, je ne verrai plus d'autre visage que le tien. Silence, Armand. Vous abrégez le seul instant pendant lequel il nous sera permis de nous voir ici-bas. Antoinette, veux-tu me suivre? Mais je ne vous quitte pas, je vis dans votre cœur, mais autrement que par un intérêt de plaisir mondain, de vanité, de jouissance égoïste. Je vis ici pour vous, pâle et flétrie, dans le sein de Dieu. S'il est juste, vous serez heureux. Phrase que tout cela... Et si je te veux pâle et flétrie, et si je ne puis être heureux qu'en te possédant...
Tu connaîtras donc toujours des devoirs en présence de ton amant. Il n'est donc jamais au-dessus de tout dans ton cœur. Naguère, tu lui préférais la société, toi, je ne sais quoi. Maintenant, c'est Dieu, c'est mon salut. Dans la sœur Thérèse, je reconnais toujours la duchesse ignorante des plaisirs, de l'amour et toujours insensible sous les apparences de la sensibilité. Tu ne m'aimes pas, tu n'as jamais aimé. Ah, mon frère, tu ne veux pas quitter cette tombe, tu aimes mon âme, dis-tu. Eh bien, tu la perdras à jamais, cette âme, je me tuerai. Ma mère, cria la sœur Thérèse en espagnol, je vous ai menti, cet homme est mon amant. Aussitôt le rideau tomba. Le général, demeuré stupide, entendit à peine les portes intérieures se fermant avec violence. « Ah, elle m'aime encore » s'écria-t-il en comprenant tout ce qu'il y avait de sublime dans ce cri de la religieuse. « Il faut l'enlever d'ici. » Le général quitta l'île, revint au quartier général. Il allégua des raisons de santé, demanda un congé et retourna promptement en France. Voici maintenant l'aventure qui avait déterminé la situation respective où se trouvaient alors les deux personnages de cette scène. Chapitre 2. L'amour dans la paroisse de saint Thomas d'Aquin. Ce que l'on nomme en France le faubourg Saint-Germain n'est ni un quartier, ni une secte, ni une institution, ni rien qui se puisse nettement exprimer. La place Royale, le faubourg Saint-Honoré, la chaussée d'Antin possèdent également des hôtels où se respire l'air du faubourg Saint-Germain. Ainsi, déjà, tout le faubourg n'est pas dans le faubourg. Des personnes nées fort loin de son influence peuvent la ressentir et s'agréger à ce monde, tandis que certaines autres qui y sont nées peuvent en être à jamais bannies. Les manières, le parler. En un mot, la tradition faubourg Saint-Germain est à Paris depuis environ 40 ans ce que la cour y était jadis, ce qu'était l'hôtel Saint-Paul dans le XIVe siècle, le Louvre au XVe, le Palais, l'hôtel Rambouillet, la place Royale au XVIe, puis Versailles au XVIIe et au XVIIIe siècle. À toutes les phases de l'histoire, le Paris de la haute classe et de la noblesse a eu son centre, comme le Paris vulgaire aura toujours le sien. Cette singularité périodique offre une ample matière aux réflexions de ceux qui veulent observer ou peindre les différentes zones sociales. Et peut-être ne doit-on pas en rechercher les causes seulement pour justifier le caractère de cette aventure, mais aussi pour servir à de graves intérêts, plus vivaces dans l'avenir que dans le présent, si toutefois l'expérience n'est pas un non-sens pour les partis comme pour la jeunesse. Les grands seigneurs et les gens riches, qui singeront toujours les grands seigneurs, ont, à toutes les époques, éloigné leurs maisons des endroits très habités. Si le duc d'Uzès se bâtit sous le règne de Louis XIV le bel hôtel de la porte duquel il mit la fontaine de la rue Montmartre, si le duc d'Uzès se bâtit sous le règne de Louis XIV le bel hôtel à la porte duquel il mit la fontaine de la rue Montmartre, acte de bienfaisance qui le rendit, outre ses vertus, l'objet d'une vénération si populaire que le quartier suivit en masse son convoi, ce coin de Paris était alors désert. Mais aussitôt que les fortifications s'abattirent, que les marais situés au-delà des boulevards s'emplirent de maisons, la famille d'Uzès quitta ce bel hôtel habité de nos jours par un banquier. Puis la noblesse, compromise au milieu des boutiques, abandonna la place Royale, les alentours du centre parisien, et passa la rivière afin de pouvoir respirer à son aise dans le faubourg Saint-Germain, où déjà des palais s'étaient élevés autour de l'hôtel bâti par Louis XIV au duc du Maine, le Benjamin de ses légitimes. Pour les gens accoutumés aux splendeurs de la vie, est-il en effet rien de plus ignoble que le tumulte, la boue, les cris, la mauvaise odeur, l'étroitesse des rues populeuses? Les habitudes d'un quartier marchand ou manufacturier ne sont-elles pas constamment en désaccord avec les habitudes des grands? Le commerce et le travail se couchent au moment où l'aristocratie songe à dîner.
Les uns s'agitent bruyamment quand l'autre se repose. Leurs calculs ne se rencontrent jamais. Les uns sont la recette et l'autre est la dépense. De là des mœurs diamétralement opposées. Cette observation n'a rien de dédaigneux. Une aristocratie est en quelque sorte la pensée d'une société comme la bourgeoisie et les prolétaires en sont l'organisme et l'action. De là, des sièges différents pour ces forces et de leur antagonisme vient une antipathie apparente que produit la diversité de mouvements faits néanmoins dans un but commun. Ces discordances sociales résultent si logiquement de toute charte constitutionnelle que le libéral le plus disposé à s'en plaindre, comme d'un attentat envers les sublimes idées sous lesquelles les ambitieux des classes inférieures cachent leurs desseins, trouverait prodigieusement ridicule à Monsieur le Prince de Montmorency de demeurer rue Saint-Martin, au coin de la rue qui porte son nom, ou à Monsieur le duc de Fitzjames, le descendant de la race royale écossaise, d'avoir son hôtel rue Marie Stuart au coin de la rue Montorgueil. Sint et sunt, ant non sint, ce qui veut dire qu'ils soient tels qu'ils sont ou qu'ils ne soient pas. Ces belles paroles pontificales peuvent servir de devise aux grands de tous les pays. Ce fait patent, à chaque époque, est toujours accepté par le peuple, porte en lui des raisons d'État. Il est à la fois un effet et une cause, un principe et une loi. Les masses ont un bon sens qu'elles ne désertent qu'au moment où les gens de mauvaise foi les passionnent. Ce bon sens repose sur des vérités d'un ordre général, vraies à Moscou comme à Londres, vraies à Genève comme à Calcutta. Partout, lorsque vous rassemblerez des familles d'inégale fortune sur un espace donné, vous verrez se former des cercles supérieurs, des patriciens, des premières, secondes et troisièmes sociétés. L'égalité sera peut-être un droit, mais aucune puissance humaine ne saura le convertir en fait. Il serait bien utile pour le bonheur de la France d'y populariser cette pensée. Aux masses les moins intelligentes se révèlent encore les bienfaits de l'harmonie politique. L'harmonie est la poésie de l'ordre et les peuples ont un vif besoin d'ordre. La concordance des choses entre elles, l'unité, pour tout dire en un mot, n'est-elle pas la plus simple expression de l'ordre ? L'architecture, la musique, la poésie, tout dans la France s'appuie, plus qu'en aucun autre pays, sur ce principe, qui d'ailleurs est écrit au fond de son clair et pur langage, et la langue sera toujours la plus infaillible formule d'une nation. Aussi, voyez-vous le peuple y adoptant les airs les plus poétiques, les mieux modulés, s'attachant aux idées les plus simples, aimant les motifs incisifs qui y contiennent le plus de pensée. La France est le seul pays où quelques petites phrases puissent faire une grande révolution. Les masses ne s'y sont jamais révoltées que pour essayer de mettre d'accord les hommes, les choses et les principes. Or, nulle autre nation se sent mieux la pensée d'unité qui doit exister dans la vie aristocratique, peut-être parce que nulle autre n'a mieux compris les nécessités politiques. L'histoire ne la trouvera jamais en arrière. La France est souvent trompée, comme une femme l'est, par des idées généreuses, par des sentiments chaleureux dont la portée échappe d'abord au calcul. Ainsi, déjà, pour le premier trait caractéristique, le faubourg Saint-Germain a la splendeur de ses hôtels. Ses grands jardins, leur silence jadis en harmonie avec la magnificence de ses fortunes territoriales, cet espace mis entre une classe et toute une capitale n'est-il pas une consécration, cet espace mis entre une classe et toute une capitale n'est-il pas une consécration matérielle des distances morales qui doivent les séparer ? Dans toutes les créations, la tête a sa place marquée. Si par hasard une nation fait tomber son chef à ses pieds, elle s'aperçoit tôt ou tard qu'elle s'est suicidée. Comme les nations ne veulent pas mourir, elles travaillent alors à se refaire une tête.
Quand la nation n'en a plus la force, elle périt, comme ont péri Rome, Venise et tant d'autres. La distinction introduite par la différence des mœurs entre les autres sphères d'activité sociale et la sphère supérieure implique nécessairement une valeur réelle capitale chez les sommités aristocratiques. Dès qu'en tout état, sous quelque forme qu'affecte le gouvernement, les patriciens manquent à leurs conditions de supériorité complète, ils deviennent sans force et le peuple les renverse aussitôt. Le peuple veut toujours leur voir aux mains, au cœur et à la tête la fortune, le pouvoir et l'action. La parole, l'intelligence et la gloire. Sans cette triple puissance, tout privilège s'évanouit. Les peuples comme les femmes aiment la force en quiconque les gouverne et leur amour ne va pas sans le respect. Ils n'accordent point leur obéissance à qui ne l'impose pas. Une aristocratie mésestimée est comme un roi fainéant, un mari en jupon. Elle est nulle avant de n'être rien. Ainsi, à la séparation des grands, leurs mœurs tranchées, en un mot, le costume général des castes patriciennes est tout à la fois le symbole d'une puissance réelle et les raisons de leur mort quand elles ont perdu la puissance. Le faubourg Saint-Germain s'est laissé momentanément abattre pour n'avoir pas voulu reconnaître les obligations de son existence qu'il lui était encore facile de perpétuer. Il devait avoir la bonne foi de voir à temps, comme le vit l'aristocratie anglaise, que les institutions ont leurs années climatériques où les mêmes mots n'ont plus les mêmes significations, où les idées prennent d'autres vêtements et où les conditions de la vie politique changent totalement de forme, sans que le fond soit essentiellement altéré. Ces idées veulent des développements qui appartiennent essentiellement à cette aventure, dans laquelle ils entrent, et comme définition des causes, et comme explication des faits. Voilà, c'est sur cet état des lieux du faubourg Saint-Germain que nous allons nous arrêter. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Excellente journée si vous vous réveillez et très bonne nuit si vous vous couchez. Salut!